Alors, nous sommes avec Lydia qui habite Rennes et qui est devenue électrosensible en avril 2015, hein, si ma mémoire est bonne. C'est ça. D'accord. Alors donc Lydia va nous parler un petit peu plus de ce qui lui est arrivé dans cette interview ensemble que nous prenons donc dans un petit coin très tranquille, très isolé qui pour le moment est encore, on va dire, en zone à peu près blanche, ce qui permet de se ressourcer. Alors, eh bien Lydia va nous expliquer un petit peu d'abord comment elle a découvert qu'elle était devenue électrosensible. Lydia ? Oui, bonjour. Tu peux le prendre. D'accord. Bon, donc c'est moi Lydia, voilà. J'ai 48 ans et à partir du printemps 2015, j'ai commencé à devenir consciente de mon électro-hypersensibilité. Justement, j'en profite pour faire une petite précision. Je ne parle pas d'électrosensibilité dans le sens où tout le monde est électrosensible. En fait, tous les êtres vivants sont magnéto-électro-chimico-sensibles. Donc l'hypersensibilité électromagnétique, donc c'est lorsque l'organisme a dépassé un certain seuil de tolérance face aux ondes électromagnétiques artificielles et qu'il acquiert une capacité de détection donc, de ces ondes qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Voilà, donc moi en fait j'ai commencé à avoir des symptômes, plusieurs symptômes distinctifs, spécifiques, et ça a commencé en fait, pour m'en rendre compte en fait, j'ai commencé à avoir donc des douleurs dans les oreilles. Quand je téléphonais de temps en temps avec mon téléphone portable. D'accord. Et particulièrement, une fois, on avait donc fait un petit séjour, on avait en voiture et on n'éteignait pas notre téléphone portable, ce qui est très mauvais, oui. Puisque la voiture, ça fait comme une cage de Faraday, donc les ondes électromagnétiques du téléphone ou de la tablette, de n'importe quel en fait gadget de technologie sans fil, les ondes vont rebondir sur toute l'armature métallique de la voiture. Et donc là, pendant un trajet au printemps, j'ai commencé un petit peu à me ressentir pas très bien. Donc je me suis dit, oulala, maintenant, dorénavant, j'éteindrai tout de suite mon téléphone portable. Voilà, et en plus j'avais été sensibilisée, il faut commencer par ça en fait, j'avais été sensibilisée aux pathologies environnementales à l'automne 2014, donc en octobre 2014 j'ai suivi un colloque sur les maladies environnementales à l'Assemblée nationale qui était organisé par le réseau Environnement Santé. J'étais, en fait moi je suis scientifique à la base, je suis biologiste et j'avais été voir comme ça faisait très longtemps que j'avais des problèmes de santé, j'ai connu comme tous les électro-chimico-hypersensibles une errance médicale très importante et j'avais fait la connaissance en septembre 2014 d'un bon médecin sur Rennes, même s'il ne connaissait pas du tout l'électro-hypersensibilité, n'empêche qu'il connaissait quelques pathologies environnementales et comme il voyait que j'étais intéressée parce que c'était également mon métier en fait de faire des recherches là-dessus. J'avais monté une petite entreprise de recherche en sciences biomédicales et également je me proposais de faire un accompagnement thérapeutique pour les gens qui le souhaitaient en alimentation santé. Donc il savait que j'allais être intéressée par ce colloque-là. Lui commençait à se spécialiser, c'est un généraliste. Et il faisait aussi beaucoup de recherches et il se spécialisait sur le diagnostic de la maladie de Lyme. Et donc il m'a dit, bon bah moi je ne pourrais pas aller à ce colloque-là, mais je serais intéressée, si tu y allais, je sais que ça va t'intéresser aussi, puis à ce moment-là tu peux très bien me faire un compte-rendu. Voilà. Donc j'y suis allée et là évidemment j'ai rencontré plein de gens électro et chimico hypersensibles et notamment une personne qui m'a en fait, c'est elle qui m'a montré et qui m'a prouvé qu'en fait on n'avait pas besoin d'être conscient de son électro-hypersensibilité pour être
déjà électro-hypersensible. Et elle m'a dit, quand je lui ai donné déjà toute la liste des symptômes que j'avais, elle m'a dit, bah, tu es non seulement chimico-hypersensible, mais tu es aussi électro-hypersensible. Bon, donc j'étais un petit peu sur le coup un peu interloquée. Quels symptômes? Tu peux revenir sur les symptômes? Donc en fait, donc pour l'hypersensibilité, donc j'avais plein évidemment d'hypersensibilité alimentaire, troubles de l'odorat. Aussi, j'avais une sensibilisation à l'ouïe. J'avais souvent des problèmes cutanés et de démangeaison, notamment assez souvent quand j'étais près de mon ordinateur. J'avais remarqué ça, mon compagnon avait remarqué ça aussi. Quelques années auparavant, avant d'être sur Rennes, on était en région parisienne. Et on avait à un moment installé des ampoules fluocompactes, hein, et notamment une qui était dans mon bureau et qui était presque au-dessus de ma tête, bah bon quand même à plus d'1 mètre puisque quand j'étais assise. Et là, comme par hasard, quand j'allumais cette ampoule, ça ne ratait pas. Je commençais à avoir le cuir chevelu qui me démangeait. Et puis ça aussi, ça continuait un peu au niveau de la nuque. Et puis je commençais à avoir des rougeurs. Donc un fort champ magnétique avec ces lampes. Voilà. Et donc, donc je racontais ça à cette personne-là du colloque, donc qui s'appelle Anne-Sylvie. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? De temps en temps des douleurs musculaires, que j'avais aussi évidemment plein de troubles intestinaux et ainsi de suite, quoi. Et donc elle m'a dit, écoute, non, tu es déjà bien impactée. Donc elle m'avait un petit peu mise en garde, mais elle ne m'en avait pas dit beaucoup plus. Voilà. Et donc moi du coup j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Il s'est trouvé que très peu de temps, 1 mois après être allée à ce colloque, j'ai fait, parce que j'étais obligée, j'ai fait une dépose de mes amalgames dentaires. Voilà, alors j'étais obligée parce que j'avais une reprise de caries sous tous mes amalgames. Or, aussi bien le dentiste, soi-disant un dentiste holistique, qui normalement fait très attention à la santé globale de la personne, mais même là, le généraliste que j'avais voir ne m'ont pas mis en garde qu'il fallait déjà faire une détoxification par rapport aux métaux lourds. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que j'avais plein de métaux lourds dans le corps. Comme beaucoup de gens en fait, énormément. Et que je les évacuais plus, quoi. Donc du coup, j'ai mon état de santé, à partir du moment où j'ai fait cette dépose d'amalgame qui a été, on va dire, progressive, hein, progressive mais quand même assez rapide, sur 3 mois, j'avais quand même 8 amalgames, dont un vraiment gros et puis deux moyens. Toutes mes hypersensibilités ont augmenté. Est-ce qu'il y avait eu des précautions de prise pour empêcher que le mercure migre au moment de la dépose? Un tout petit peu. Il m'avait donné, en plus, il y avait le masque et tout, il avait fait attention là-dessus, mais ça suffit pas. De toute façon, il y a des vapeurs non seulement il y a des vapeurs de mercure, mais en plus vous en absorbez quand même un petit peu. Et même s'il m'avait fait prendre du charbon activé, il m'avait dit que je devais en prendre quand même 1 ou 2 jours après. C'est complètement insuffisant. Il faut de toute façon faire une détoxification longtemps avant de commencer sa dépose d'amalgame dentaire. C'est-à-dire, c'est au moins 6 mois, le mieux c'est même 1 an avant. C'est très long. Avec du charbon actif aussi ou autre chose? Alors charbon activé, pourquoi pas, il faut faire attention. Si vous avez déjà les intestins fragiles, ça constipe en général le charbon activé. Donc non, il y a des compléments alimentaires à faire avant, même des lavements intestinaux, par exemple les lavements au café pour faire rebooster une enzyme qui... C'est l'enzyme principale épuratrice, c'est la glutathion S-transférase, et c'est celle-là qui va aider à faire son boulot d'épuration, donc dans le foie. Dans le foie, mais pas seulement. C'est une enzyme après qu'on va retrouver un peu partout dans le corps. Et moi, j'avais le foie très malade, mais comme c'est le cas pour plein de gens, hein. Donc foie, intestin, pareil pour tout ce qui est voie biliaire et vésicule biliaire. D'accord. N'importe quel type de café? Non, c'est du café vert bio. Voilà. Voilà. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Voilà. On va pas rentrer trop dans les détails. S'il y en a qui vous laissent lancer. Ouais. Attention, on ne peut pas se lancer comme ça. Il faut vraiment bien lire, se renseigner. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont testé. Et donc il faut respecter un protocole et toujours faire attention aux réactions de son corps.
Voilà. Donc en fait, on peut toujours peaufiner, arranger un protocole. Voilà. Si on voit que ça marche mieux comme ça, ben, on fait comme ça. On peut évidemment diminuer la dose ou rajouter un petit peu. On fait en fonction des effets du ressenti de son corps. Voilà. Voilà. Alors toi, tu as commencé par avoir de gros problèmes suite à la dépose de tes amalgames. Oui, mais je reviens encore parce que j'insiste, je veux mettre une couche dessus. En fait, mes gros problèmes de santé, même si j'en avais déjà depuis longtemps, mais mes gros problèmes de santé, intestinaux notamment, sont arrivés quelques mois après un double rappel DTP, de la vaccination diphtérie, tétanos, polio. D'accord, avec beaucoup d'aluminium. Voilà, l'adjuvant d'hydroxyde d'aluminium. Et c'est là où la machine, on va dire, a commencé à s'emballer, où j'ai commencé à avoir de plus en plus de symptômes. D'année en année, j'avais de plus en plus de symptômes. Donc intoxication aux métaux lourds avec du mercure d'abord avec les amalgames et l'aluminium avec les vaccins. Alors l'aluminium, c'est pas d'abord, c'est tout le temps, parce qu'en fait, il se trouve que moi j'ai fait des fouilles archéologiques, j'étais en fait archéologue à la base, j'ai eu tout un parcours, j'ai fait plusieurs études académiques, et pour faire des fouilles archéologiques, les archéologues demandaient donc aux fouilleurs d'être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Comme tout le monde. Oui, mais particulièrement, bon voilà, donc du coup, moi j'ai fait faire ça, j'ai eu mes rappels après, jeune, adolescente, et puis après à l'âge adulte, et ainsi de suite. Voilà, et le médecin que j'avais à l'époque, c'était en 2008 que j'ai fait faire ça, à première vue avait vu que ça faisait un certain temps que j'avais pas eu ce rappel-là, et au lieu de m'en faire une fois, a jugé bon de m'en faire 2 fois, un double rappel. Et ça, c'était une erreur. C'était vraiment une erreur médicale. Déjà, en plus, comme je ne faisais plus de fouilles archéologiques, ça n'avait plus aucun intérêt. J'étais adulte, c'était ridicule. Et en plus, une double dose, donc une double erreur. Voilà. Donc et malheureusement, ça a été fatal pour moi. Et ça a été après de mal en pis. Donc pour revenir à ma conscience de l'électro-hypersensibilité, ça vient vraiment, quand je l'ai ressenti dans mon corps, c'est vraiment au printemps 2015. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à faire le lien avec tous les symptômes que j'avais. Voilà. Avant, c'était pour moi un peu abstrait, même si donc en octobre 2014, on avait commencé à m'en parler sérieusement, mais ça devenait c'était quand même abstrait. Ceci étant dit, il ne faut pas croire que ça soit moi ou que ça soit d'autres personnes, mais moi là en l'occurrence, puisque je connais bien mes pratiques, je n'étais pas du tout quelqu'un d'accro au téléphone portable. C'était plutôt le contraire. Je n'envoyais pas du tout de SMS ou voilà, j'aimais pas ça. Donc le Wi-Fi à la maison? Pas du tout de Wi-Fi, parce que ça soit donc mon compagnon ou moi-même, je pense qu'on était un petit peu avertis des méfaits et de la très grande nuisance du Wi-Fi. On n'a jamais voulu avoir de Wi-Fi chez nous, donc on n'avait évidemment pas de tablette. Par contre, on avait des DECT. Voilà, téléphone sans fil. Voilà, maison, exactement. Téléphone fixe sans fil. Qui est également très nocif, même si c'est quand même moins nocif que le Wi-Fi, mais tout de même, c'est quand même nocif. Et on faisait quand même attention aussi au four à micro-ondes. On avait un four à micro-ondes. Bon, ça évidemment, c'est pas tout le temps allumé, heureusement. Mais bon, c'est quand même très mauvais. Non seulement parce qu'il y a des radiations, et très souvent, en fait, il y a quand même des fuites. Il faut vraiment que... Voilà. Et en plus, ça tue complètement les aliments. Donc c'est vraiment idiot. C'est doublement idiot, en fait. D'accord. Voilà. Vous en êtes rendu compte après coup, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est en fait compliqué de comprendre comment ça marche, tous ces gadgets électriques, électroniques. Pour les gens, et même pour moi qui étais scientifique, et même pour des gens qui ont fait des études en biophysique. Donc bon, moi j'ai fait des études en biologie, enfin archéologie, biologie, enfin même dans d'autres domaines. Et lorsque j'étais en master de biologie moléculaire et cellulaire à Paris, j'étais à Paris 6, avec moi j'avais donc comme collègue, j'avais une jeune femme biélorusse
qui elle avait fait tout un parcours en biophysique et notamment en radioactivité. Elle a travaillé à l'Institut de Minsk en Biélorussie et justement elle travaillait avec des personnes qui avaient été touchées et même leurs descendants par l'accident de Tchernobyl. Et c'était elle et son compagnon qui nous avaient bien expliqué qu'il fallait se méfier du four à micro-ondes. Par contre, elle n'a pas fait du tout le lien pour vous dire comme quoi c'est complexe pour en arriver, pour faire ce lien. Elle n'avait pas fait le lien que c'était la même technologie entre le four à micro-ondes et le téléphone portable et tous les outils de technologie sans fil. Donc elle aurait dû normalement faire attention à ces outils-là. Or non, elle ne faisait pas attention. Donc vous voyez que même moi, bon, il y a sur certains points j'en savais plus qu'elle, mais malgré tout, ben ok, là, je disais la Wi-Fi non, le téléphone portable faut faire attention, blablabla, mais le téléphone fixe sans fil, je réalisais pas que c'était en fait quasiment presque aussi nocif. Après, je me suis dit, mais en réfléchissant, mais si, quand j'avais deux appareils, il y avait donc l'appareil principal et le support, le combiné, pardon, ouais. Voilà. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais enlevé donc le deuxième appareil, parce que je me dis automatiquement ça communique entre les deux par les ondes. Ça c'est vrai, tout à fait. Sauf que si vous laissez la base allumée, bien sûr, branchée avec la batterie. Oui, ça émet en permanence. Ça émet parce qu'il y a l'antenne et ça on s'en était pas aperçu qu'il y avait l'antenne. Et c'est cette amie que j'avais rencontrée au colloque qui juste l'été suivant, donc en juillet 2015, alors que là j'étais devenue très fortement électro-hypersensible, elle m'a dit « Ah mais c'est ça qui te rend malade. Tu as ton DECT qui est sur ton bureau, tout près de ton bureau, qui est à 80 cm. Alors bien sûr, tu as débranché, tu n'as plus qu'un appareil, mais tant que tu laisses brancher la batterie, ça continue à émettre. Regarde, ça c'est l'antenne. Et elle avait un petit appareil. C'était un cornet, si je me souviens bien, classique, mais qui ne donne pas la mesure précise, qui fait juste une évaluation, une fourchette d'intensité entre vert ça va, jaune attention et rouge, là c'est très mauvais. Bon, après comme on s'est acheté quelques semaines après des appareils de mesure spécifiques de gigahertz, là on a constaté. Là on a fait le test sur tous les appareils. Gigahertz Solutions, voilà. Un fabricant ou un vendeur. Voilà, et eux ils ont vraiment des appareils de mesure spécialisés, donc pour les basses fréquences et hyper fréquences. Voilà. Et donc c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, bah non, tout ça c'était la même technologie, tout ça ça émettait des ondes nocives, même si les fréquences n'étaient pas toujours les mêmes, mais il s'agissait de micro-ondes pulsées et ça émettait en permanence. Alors qu'est-ce que tu as commencé à faire pour essayer de sortir de tout ça? Déjà, peut-être première des choses, déjà les symptômes que j'ai commencé à avoir. Donc je racontais vite fait, je reviens là-dessus, je suis un peu trop détaillée, mais c'est important. Donc en fait, mes symptômes se sont vraiment accélérés au printemps. Et j'ai eu le malheur pour moi d'assister à un deuxième colloque, toujours organisé par le réseau Environnement Santé, en juin 2015. Or, là, alors que en octobre 2014, ils avaient demandé aux gens d'éteindre tous leurs téléphones portables, aucun outil de technologie sans fil dans l'amphithéâtre qui était en sous-sol. Là, non, ça ils n'ont pas pensé. Donc moi j'avais éteint, les gens qui étaient électro-hypersensibles et qui étaient concernés par ça, sensibilisés par ça avaient éteint, mais les autres n'avaient pas éteint. Or, il se trouvait que cet amphithéâtre était très très bien insonorisé et il devait y avoir comme des parois avec quelque chose de métallique
à l'intérieur, Oh là là. et donc les ondes n'arrêtaient pas de rebondir. Et je me suis sentie à la fin de la journée plus fatiguée, donc je suis restée la journée entière, hein, puisque bon, le colloque a duré une journée. Et donc quand je suis rentrée chez moi, c'était sur Paris, toujours à l'Assemblée nationale, donc quand je suis rentrée chez moi en région parisienne, déjà j'ai pris le métro, bon déjà j'ai commencé à sentir que je n'allais pas très très bien, j'ai pris le train, alors là des douleurs nettes aux oreilles, j'ai commencé à pleurer, il y avait mes yeux qui coulaient. Et j'ai commencé à sentir d'un certain côté plutôt que de l'autre, parce que j'étais tout près en fait de la... vous savez, dans les trains, il y a c'est là où il y a toutes les machines, il y a parfois des wagons où il y a un wagon où il y a tout l'appareillage électrique. Et malheureusement, j'étais assise pas très loin. Et alors là, ça a commencé, mais vraiment, je me suis sentie défaillir, quoi, en fait. Et donc tout le côté qui était le plus proche, tout le visage qui était le côté du visage qui était le plus proche. Donc j'avais les yeux qui pleuraient, donc mal aux oreilles, et j'ai commencé à avoir mal. Donc à la glande thyroïde, gonflement de la glande thyroïde, oppression thoracique et même début de palpitations cardiaques. C'est classique comme symptôme. Exactement, ouais. exactement. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai jamais eu quelque chose comme ça. J'étais obligée de descendre du train tellement j'étais mal et d'attendre ensuite un prochain train. J'ai là commencé à comprendre que c'était lié certainement à tout ce qui était électrique autour de moi. Et puis donc les symptômes se sont un tout petit peu atténués à la maison, mais là une grande fatigue, une très très grande fatigue, hein, donc plusieurs minutes après, une demi-heure, 3/4 d'heure après. Et je me souviens très bien quand je suis rentrée, j'ai appelé mon compagnon pour lui dire je crois que je suis devenue électro-hypersensible. Donc vous voyez qu'il y a des facteurs aggravants et des facteurs déclenchants. C'est par palier. Ouais. Hein. Donc, et moi, mon électro-hypersensibilité, comme beaucoup de gens, elle a commencé très 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 longtemps avant. Hein, dès l'âge de 20 ans, j'étais déjà électro-hypersensible. Voilà. Mais donc tu en ne fait, savais pas. non, je ne savais pas. Les symptômes, ils sont insidieux, ils arrivent au fur et à mesure. Et il y a certains, par exemple, si vous avez d'un seul coup une forte pollution aux métaux, alors là, ça s'aggrave, votre pathologie, entre guillemets, s'aggrave. Enfin, vous commencez à devenir très malade, alors qu'avant, vous aviez un petit peu quelques rhumes, quelques démangeaisons, quelques problèmes cutanés, quelques problèmes intestinaux, mais vous ne faisiez pas le lien et c'était pas trop grave, ça ne vous empêchait pas de vivre. Et là, à partir du moment où je suis devenue fortement électro-hypersensible, ma vie a vraiment un peu basculé. Elle avait déjà basculé avant, parce que j'avais été obligée de changer complètement de régime alimentaire. J'avais des très gros problèmes intestinaux à partir de 2010. D'accord. Donc en début 2013, j'ai changé de changer complètement mon régime. Est-ce que c'était avant ou après la dépose des amalgames? Avant. Voilà, donc j'ai beaucoup d'antibiotiques peut-être aussi ou pas? Quand j'étais petite, oui, énormément d'antibiotiques. Et puis donc en fait j'avais le système immunitaire qui dysfonctionnait énormément. Donc je réagissais souvent, je faisais des très fortes réactions inflammatoires. Donc une trop grande production de molécules pro-inflammatoires. D'accord. Et une flore intestinale donc qui avait peut-être qui devait déjà être perturbée, en fait dès la naissance, puisque je peux le dire, ma maman, puisqu'en plus je connais un peu le sujet, quand ma maman m'attendait. Donc en fait, elle a pris du cycloestrol et des piqûres de progestérone contre les fausses couches. Voilà. Donc elle en a pris pendant 6 mois et c'est sûr que ça, c'était déjà très mauvais, c'était déjà une première intoxication que j'avais, puisqu'effectivement à la naissance j'étais très malade et je suis restée à l'hôpital pendant 10 jours, problèmes intestinaux justement. Je régurgitais tout mon lait. Et les médecins me laissaient en position verticale, voilà, jamais en position allongée. Donc une fragilisation dès la base. Dès la base, voilà. Donc j'ai été polluée, on peut le dire, par la médecine conventionnelle. N'ayons pas peur des mots, voilà.
Et du coup, tu as décidé de prendre les choses en main. De prendre les choses en main. Et puis maintenant, c'est moi qui gère ma santé. Et comme par hasard, ça va mieux. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais alors donc du coup, j'ai compris que c'était vraiment une intoxication aux métaux que j'avais. Je m'en doutais quand même en 2012. Mais à ce moment-là, j'étais pas assez prête. J'avais juste rencontré une ou deux personnes qui m'en avaient un petit peu parlé. Je me doutais que ça venait aussi des vaccins. Pas seulement des amalgames, mais aussi des vaccins que j'avais, puisque je faisais le lien. Oui. Je faisais le lien avec l'aluminium ou le mercure. Oui. J'ai été vaccinée, malheureusement pour moi, contre l'hépatite B. Parce que j'étais déjà dans le milieu biomédical. En fait, en archéologie, j'ai fait de l'archéologie, on va dire, préhistorique pendant quelques années. Et après, j'ai fait une spécialisation pour mon DEA. Je me suis orientée vers la paléoanthropologie, paléopathologie. Et donc là, dans cette discipline-là, il y a beaucoup d'anciens biologistes et d'anciens médecins. Voilà. Et eux, il y en avait pas mal qui conseillaient d'être vaccinés contre l'hépatite B, alors que pourtant c'était pas du tout obligatoire. Comment tu aurais attrapé ça en faisant des fouilles. Comme j'étais pas contre, moi c'est vrai, il faut le dire, comme j'avais l'esprit scientifique et rationnel, à cette époque-là, j'étais pas du tout contre les vaccins. Mais c'est pas très informé peut-être non plus des effets secondaires potentiels. Et non seulement des effets secondaires, mais surtout, et voilà pourquoi on comprend les effets secondaires, mais comment sont, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les composants des vaccins et en quoi ça consiste. Après, j'ai fait un master en immunologie, donc là, il n'y a plus de problème. Voilà. Et les gens, comme par hasard, ceux qui nous faisaient des cours sur la vaccination, c'était des vaccinologues. C'était des gens qui étaient payés, donc ils étaient chercheurs académiques, donc par exemple, maîtres de conférences, donc ils sont à la fois enseignants-chercheurs, donc maîtres de conférences ou professeurs, et à côté de leur travail d'enseignant, ils font également un travail de chercheur. Or, leurs travaux de recherche étaient financés par des laboratoires pharmaceutiques, qu'il s'agisse de Sanofi Pasteur ou d'autres. Donc conflit d'intérêt potentiel. Conflit d'intérêt énorme, mais ça dans le milieu de la biologie ou milieu médical, malheureusement depuis des années et des années, c'est comme ça. Je pense que d'ailleurs, ça a quasiment toujours existé, puisque en 2013 en fait j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la vaccination. Donc j'ai découvert plein de choses passionnantes et donc les conflits d'intérêts dans le monde médical, ils remontent à très longtemps, dès le XVIIIe siècle, à des conflits d'intérêts. D'accord, donc c'est pas nouveau. Bon. Voilà. Mais effectivement ça a eu un impact sur toi et tu as décidé de... Voilà, donc j'ai digressé un peu, là je suis un peu très longue. C'est intéressant. Ouais, mais donc du coup maintenant je prends ma santé en main. J'avais commencé donc par une modification importante de mon régime alimentaire qui consistait en fait à retirer le gluten, les produits laitiers. Pourquoi ? Alors le gluten et les produits laitiers en fait ça forme comme des peptides opioïdes en fait. Donc ça passe. En fait c'est deux personnes qui m'ont mise sur la voie, mais surtout une qui était un ancien praticien hospitalier, chercheur sur la biochimie des protéines, Francis Rocchiccioli, qui... En fait, évidemment, quand je l'ai contacté, il n'exerçait plus du tout. Moi, j'avais fait quelques recherches sur Internet et je voulais aller le voir parce qu'il faisait, je savais que j'avais un problème de perméabilité intestinale, donc d'hyperperméabilité, c'est-à-dire une porosité intestinale. Et j'avais vu que lui faisait passer des tests, donc je voulais faire pratiquer ce test-là. Puis donc il m'a expliqué qu'il était retraité et donc on a eu un échange juste par courriel. Je lui ai expliqué mes problèmes de santé. Et donc il m'a dit c'est sûr que tu as les intestins poreux et surtout tu es très allergique aux produits laitiers, probablement aussi au gluten, donc il vaut mieux pour toi que tu enlèves le gluten. Fais attention aussi à certaines viandes, évite de manger de l'agneau et du veau parce qu'il y a des protéines de lait dedans.
Voilà. Okay. Et voilà, bon bah sinon, voilà, faut éviter les charcuteries parce qu'il peut y avoir aussi quelques protéines de lait dedans. Bon voilà, il m'avait mis un peu sur la voie, mais il n'avait pas trop détaillé parce que c'était plus, il était retraité et c'était normal. Bon voilà, donc il m'a donné quelques conseils. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai fait des recherches par moi-même et il m'a fallu quand même presque 2 ans pour peaufiner le régime alimentaire. Hein. Voilà, je me suis même tournée, je le dis franchement, je me suis même tournée donc vers l'association, donc c'était en fin 2014, je me suis tournée vers l'association Stellior, qui est, vous avez peut-être entendu parler, pas du tout. Donc c'est une association qui est en Suisse et qui a été fondée par Elke Harod. Donc c'est une dame qui au départ n'avait pas de formation en santé. Elle a décidé de prendre sa santé et celle de son enfant en main parce qu'elle est tombée très malade et que son fils est devenu autiste, toujours pareil, suite à une vaccination et aussi aux déposes d'amalgame dentaire. Donc métaux lourds, là encore, voilà. Donc elle a fondé cette association-là depuis 15 ans, je crois. Et elle a développé une méthode en nutri-détoxicologie, mais c'est essentiellement l'alimentation et avec des compléments alimentaires. Pour elle, ça suffit. Donc moi, j'avais parlé à la fois de mon projet professionnel, puisque tout ça m'intéressait énormément, tout ce qui était maladies environnementales et en fait ce que j'appelle en général les maladies de civilisation, c'est-à-dire également pourquoi à notre époque, on a autant de cancers, autant de maladies neurodégénératives, alors qu'il y a un siècle auparavant, il n'y en avait quasiment pas, ou très peu. Voilà. Donc voilà, je voulais même, pourquoi pas, peut-être qu'on fasse un projet de recherche ensemble. Et je me suis dit, elle a peut-être développé une méthode qui va pouvoir m'aider. Je vais lui dire déjà tout ce que j'ai fait. Voilà. Et donc j'étais en contact avec elle, également avec quelqu'un qu'elle avait formé, puisqu'elle était en Suisse. Et donc il y avait quelques nutrithérapeutes, c'est comme ça qu'ils sont appelés, nutridétoxicologues. Et donc elle m'a mise en contact avec quelqu'un. Mais malheureusement, cette dame n'a pas du tout pu m'aider. Elle ne connaissait pas. Et cette association, à l'heure actuelle, je sais toujours ce qu'ils font. J'ai lu le livre d'Elke Harod qui est sorti, je crois, l'an dernier. C'est Les racines de nos maladies. Et il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui sont vraies, mais elle oublie plein de polluants physico-chimiques. Et notamment quand même les radiations électromagnétiques, ça c'est quand même essentiel. Petit détail, oui. Voilà, donc elle fait une impasse majeure et je pense que c'est pour ça que cette dame n'arrive pas à solutionner beaucoup d'autres problèmes et notamment tout ce qui est pathologie environnementale. Alors qu'est-ce que tu as fait qui marche? Voilà, donc qui a marché pour toi? Oui. Voilà, donc je vais pas trop détailler. Donc du coup, en fait auparavant j'avais déjà été au courant, j'avais rencontré des gens pendant mon cours de yoga. Ouais, c'est très long, mais ça commence comme ça en fait un petit peu. Au yoga, on rencontre des gens qui ont testé pas mal de choses et ça c'est très intéressant. Enfin, surtout les gens qui font du yoga depuis des années et des années. C'est pas seulement la médecine ayurvédique, non, il y a plein d'autres méthodes qu'on appelle de la médecine alternative. Et j'avais parlé un peu de mes petits problèmes, enfin c'était pas des petits, c'était des gros problèmes intestinaux. Et donc il y avait quelqu'un qui m'avait lancé sur la voie, qui m'avait dit écoute, peut-être que tu as des parasites, faut que tu ailles voir tel médecin. Et puis il faudrait que tu fasses la cure du foie de Hulda Clark. Alors, en grosso modo, ils m'ont expliqué très vite fait en quoi ça consistait. Et ils m'ont dit, tu vas pouvoir trouver de la documentation sur Internet. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé. J'étais, à cette époque-là, pas prête du tout pour faire ça. Pas prête, parce que je pense qu'il faut... bon, déjà, en plus, j'étais très mal. Pour moi, c'était déjà urgent de changer de régime alimentaire. Le médecin qui m'avait conseillé, il y avait 7 mois d'attente. J'étais tellement mal que finalement, j'ai pris son confrère avec qui elle travaillait, qui n'était pas gastro-entérologue, mais qui s'y connaissait, qui était micronutritionniste. Malheureusement, je suis mal tombée avec lui. C'était quelqu'un qui était en partie un charlatan,
Il m'a juste donné quelques indications au niveau de l'alimentation, alors que c'était soi-disant un micronutritionniste, mais son but, lui, c'était de me prescrire des probiotiques. Voilà, de la marque Lactibiane. Comme par hasard, j'ai su par Francis Rocchicheli, donc l'ancien praticien-chercheur, là, qui connaissait ce médecin micronutritionniste, parce qu'en fait, il lui envoyait des échantillons, que en fait, la femme de ce médecin micronutritionniste était directrice export du laboratoire Pilège qui fabrique les fameux probiotiques Lactibiane. Donc, voilà. Conflit d'intérêt encore, voilà. Faut faire attention, quoi. Exactement. Et comme en plus, je voyais que ça n'améliorait pas, j'en avais pris pendant quelques mois et que ça n'améliorait pas du tout ma santé, qu'en fait, je voyais bien que ça masquait les symptômes, mais même ça m'aidait pas. J'avais encore beaucoup de ballonnements et beaucoup de choses. Je me suis dit, allez, ça suffit maintenant. Donc c'est là, après, en fait, c'est juste après que j'ai contacté Francis Rocchicheli qui m'a mis sur la voie et que j'ai fait plein de recherches par moi-même. Donc tu aurais dû faire un changement alimentaire plus tôt, mais là tu as décidé de faire une cure du foie. Non, changement alimentaire, ça a commencé en début 2013. J'ai commencé par ça, tout début 2013, février 2013. Mais moi, au départ, je pensais que ça allait être suffisant. Même si pourtant je savais qu'il fallait que je me détoxifie des métaux lourds. D'accord. Bon, donc et après, des parasites, donc. Et des parasites également. Voilà. Mais les parasites, je travaillais avec le régime alimentaire, mais c'était pas suffisant parce que je n'avais pas compris qu'en fait, les métaux lourds influençaient en fait, en fait, ça fait un effet synergie entre radiation et métaux lourds. Les métaux lourds vont intensifier l'effet des radiations. Or, il faut savoir que c'est pas seulement les êtres humains qui sont électrosensibles, mais également tous les autres animaux, y compris les micro-organismes, c'est-à-dire y compris les levures, les bactéries que l'on a dans notre microbiote. Qui réagissent et qui réagissent. aux ondes, exactement, exactement. Voilà. Et qui réagissent comment, en fait? Alors, à la fois, d'après moi, d'après les études que j'ai faites, aussi quelques analyses, alors à la fois, donc moi en fait j'avais une candidose. J'avais au départ une géotrichose qui s'est transformée en candidose. Donc Candida albicans des levures. Ouais, voilà. Alors la géotrichose était due en fait à une trop grande consommation de produits laitiers. Voilà. La géotrichose c'est une pseudo-levure et qui sert de ferment pour les produits laitiers. C'est l'une des plus connues. Le Geotrichum candidum. Voilà. Donc le Geotrichum candidum, c'est pas trop grave. C'est pas très bon. Si on en a trop, oui, ok, il faut faire attention. Donc il faut vraiment fortement diminuer les produits laitiers, mais c'est pas trop grave. Mais manque de bol pour moi, comme en fait j'étais déjà, on peut dire, immunodéprimée et que j'avais aussi des problèmes au niveau neurologique, endocrinien et ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, c'est le fait d'avoir arrêté tous les produits laitiers, d'avoir encore des métaux lourds, en fait c'est le Candida albicans, c'est cette colonie-là qui a pris la place du Geotrichum. En fait, il n'y a jamais de vide dans la nature et notamment dans notre microbiote. Dès qu'il y a une souche en moins, elle est remplacée par une autre. D'accord. Mais là, c'était pas la bonne. Exactement, puisque ce que j'imagine, c'est qu'en fait les radiations modifient aussi, provoquent des mutations sur ces petits micro-organismes qui deviennent pathogènes. Le Candida albicans, c'est normalement une levure saprophyte. Voilà, du tube digestif. Les femmes en ont également au niveau de leur vagin. Voilà. Mais donc, de temps en temps, par certains probablement facteurs environnementaux, il y a peut-être aussi une contamination sexuelle, c'est possible aussi. Certaines littératures scientifiques l'ont montré. Donc cette levure devient pathogène et c'est là que ça devient problématique et surtout quand on s'en aperçoit pas au départ et c'est ce qui s'était passé pour moi, je m'en suis pas aperçue. Donc en fait j'ai fait mon régime alimentaire, bah oui, mais je me suis pas déparasitée et je me suis pas détoxifiée des métaux lourds. Alors juste je veux dire quelque chose par rapport à ça. Il y a Anne Borock donc qui est une praticienne américaine qui vient actuellement, enfin qui est morte il y a pas longtemps du tout dans des circonstances assez troublantes d'ailleurs. Une médecin holistique très connue qui a écrit
écrit plusieurs livres et qui s'est guérie elle-même de la sclérose en plaques dans la vingtaine, en fait, là elle avait 50 ans, qui en fait a eu un problème de candida albicans qui a été majeur et qui en fait a réussi grâce à beaucoup de choses, mais qui en fait avait eu un problème de microbiote perturbé, comme tu disais, avec les antibiotiques qui avaient complètement déséquilibré sa flore intestinale et fait la place en détruisant un certain nombre de bactéries, disons, bénéfiques pour l'intestin, fait la place donc du candida albicans qui du coup s'était développé énormément et qui se nourrit de sucre notamment, donc générait en fait des fringales de sucre ou de même de fer également, et de glucides. Là, tu vas peut-être nous en parler. En tout cas, elle est Anne Boroch, donc Boroch. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet et ça peut être très intéressant éventuellement pour essayer d'en savoir un peu plus. Voilà. Oui. Hop. Donc, faut savoir que les levures, elles se nourrissent, c'est pas seulement de sucre, c'est pas le sucre simple, ce sont des hydrates de carbone, hein, c'est des glucides complexes et également de fer. Donc les sucres lents aussi. Les sucres lents, beaucoup, c'est essentiellement ça et le fer également. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle capte le fer. Donc si vous avez, je suppose, je sais pas, des métaux dans le corps, je pense qu'il doit y avoir une façon peut-être de capter. Et c'est pour ça qu'elles deviennent elles-mêmes électro-hypersensibles, si je puis dire, quoi, avec l'effet des radiations. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Elles sont démultipliées, donc elles se multiplient, mais de façon, très importante. Heureusement, moi, j'avais fait des examens au laboratoire, je peux dire le nom, hein, c'est le laboratoire QAT à Paris. C'était l'un des... Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est l'un des rares laboratoires qui spécialisés en infectiologie parasitaire. Et eux, ils avaient une méthode, en fait, ils étudient les selles. Ce qui est beaucoup plus précis que de faire des analyses de sang pour tout ce qui est parasite. Et c'est comme ça, c'est grâce à ce laboratoire que j'ai découvert que j'avais le Geotrichum candidum et plus tard après que ça s'était transformé en Candida albicans. Et donc il compte en fait en colonies. Il dénombre en fait les colonies jusqu'à un certain seuil. Quand ça devient vraiment trop important, après il ne le compte plus. Mais donc j'ai pu voir l'évolution augmenter au fil des semestres. Et juste avant de devenir très fortement électro-hypersensible, c'est-à-dire juste avant d'être allée à ce fameux colloque, j'avais un taux de Candida albicans qui devait être à peu près à 2500 colonies. Et après, j'ai passé un autre examen plusieurs mois après. Mon seuil avait, mais c'était peut-être multiplié par 5, j'avais plus de 8000 colonies. Ils ne dénombrent pas en fait. Quand vous en êtes à plus de 10 000, peut-être 15 000 ou 20 000 colonies, pour eux c'est trop fastidieux probablement de dénombrer. Et donc là, c'est là où j'ai tout compris, c'est là où j'ai commencé à comprendre. Ce qu'il faut voir, c'est que ces parasites, qu'il s'agisse de parasites fongiques comme le Candida albicans ou de parasites d'origine animale comme par exemple du namibiase, mais ça peut être aussi des parasites d'origine bactérienne, la Borrelia, donc la maladie de Lyme, la borréliose de Lyme, vont en fait aggraver vos symptômes. Et donc c'est ça qui amplifiait les symptômes, c'est-à-dire toutes mes hypersensibilités alimentaires, chimiques, mais aussi donc électromagnétiques, et qui me causaient toutes mes douleurs musculaires. Enfin, c'était pas les seules, mais ça amplifiait mes douleurs musculaires, parfois articulaires. Évidemment, j'avais beaucoup d'eczéma. Donc de démangeaisons, j'avais aussi des troubles de l'humeur, donc j'avais des tendances parfois, je ne veux pas dire forcément d'euphorie, mais de bonne humeur, et puis tout d'un coup, hop, dans la journée même, quelques heures après, je pouvais avoir un petit coup de déprime. Ça augmentait aussi l'agressivité, les ondes électromagnétiques artificielles, surtout les micro-ondes, impactent énormément le système nerveux, et en général, les gens deviennent agressifs et très 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 irritables. Mais si vous avez beaucoup de parasites dans le corps, alors là vous l'êtes encore plus. Voilà. D'un côté, ça vous fatigue,
d'où fatigue chronique, mais ça peut, à certains moments, quand vous êtes fortement exposé, les micro-organismes que vous avez dans le corps, ces parasites, réagissent presque immédiatement, hein. Certains en tout cas réagissent presque immédiatement. Et donc du coup, vous amplifiez, les réactions sont amplifiées. D'où, c'est peut-être pour ça, je pense que c'est pour ça que certaines personnes qui ne sont pas averties, et notamment malheureusement beaucoup de médecins et de praticiens de santé osent dire que les personnes fortement électro-hypersensibles ont des réactions un peu hystériques. Voilà, alors que c'est n'importe quoi. En fait, ces médecins-là méconnaissent profondément en fait cette pathologie. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là, donc à l'été 2015, voyant mon état et comprenant tout ce qui s'était passé, donc je me suis vraiment mise à faire le programme de la cure du foie. J'avais fait avant 2 séances d'hydrothérapie. Il faut toujours commencer par de l'hydrothérapie déjà. J'avais fait également ça m'avait été conseillé par le médecin, par un médecin en médecine environnementale qui m'avait déclaré donc chimico-hypersensible, celui que j'avais rencontré donc en septembre 2014. Je suis un peu longue. Il m'avait dit commence par 2 séances d'hydrothérapie et je te conseille de faire une échographie pour voir si tu as des calculs biliaires, hépatobiliaires. L'hydrothérapie étant quoi? Boire beaucoup d'eau? Non, pas du tout. Donc voilà, donc j'aurais dû préciser une hydrothérapie du côlon. Donc c'est des lavements intestinaux à l'eau. Et c'est connu depuis très longtemps, puisque quand j'ai parlé de ça à ma mère, ah mais oui, les lavements, ah mais ma mère nous faisait ça quand on était petite, c'était contre les parasites. Voilà. Donc ma maman, faut dire qu'elle est née en 31. Donc on en pratiquait encore jusque dans les années 40, 50, mais on va dire que depuis que le très fort lobby de la médecine pharmaceutique, chimique, voilà, tout ça c'est tabou, tout ça c'est la médecine de sorcier, voilà, alors que c'est de grand-mère, dirons-nous déjà. Non, c'est même pas de grand-mère, c'est carrément, c'est un peu de la médecine de sorcellerie, de guérisseur. Bon, enfin, bon, donc du coup j'ai fait ce qu'il m'a dit. Effectivement, à l'échographie, on ne voyait rien du tout. On ne voyait rien du tout parce qu'il faut vraiment que le calcul en fait soit très gros et très dur, très dense pour que ça se voit. Voilà. Je fais mes cures du foie et dès le début j'ai des calculs. En fait, j'ai à la fois des boules de gras, ce qu'on appelle des boules de gras, où il y a vraiment que du cholestérol dedans. Voilà. Elles sont vertes, différentes couleurs de vert, mais en général bien vert à l'intérieur parce que j'ai coupé, j'ai fait des photos, j'ai sectionné les tranches pour voir. Et j'ai également des vrais calculs qui n'étaient pas forcément, ils avaient des différentes tailles, ils n'étaient pas forcément tous très denses, mais ils étaient bien faits à base en fait de calculs de calcaire. Alors qu'est-ce que tu as fait pour ça? Donc en fait, j'ai fait, donc il y a un protocole à suivre. Je vais pas rentrer trop dans les détails. Moi je renvoie les gens vers la méthode de Hulda Clark et il y a également un Allemand, Andreas Moritz, qui ont développé ce protocole. Voilà. Faut bien le suivre, mais moi je ne conseille pas du tout de commencer par ça quand on est très malade. Il vaut mieux commencer par les lavements au café, c'est beaucoup plus doux. Lavement au café avec quelques compléments alimentaires pour aider à évacuer à la fois les métaux lourds, pour aider le système immunitaire, à booster le système immunitaire et notamment booster les intestins, donner des bons aliments aux intestins. Alors quel complément par exemple? Donc ça peut être donc alors moi en fait je prends donc pour les métaux lourds à la fois du sélénium et c'est bien de le prendre avec l'iode. Donc c'est l'iode, sélénium et zinc. L'iode ne marche pas si vous ne donnez pas du zinc et du sélénium. Voilà. Et pour nourrir les intestins et pour le système immunitaire des intestins, il faut prendre de la glutamine. Voilà. Et je ne vais pas non plus parce que là et les vitamines autre que ça ou pas? Vous pouvez en prendre d'autres, mais déjà ça c'est déjà bien. Il ne faut pas trop en prendre. En fait, normalement, si vous avez une bonne alimentation, vous apportez beaucoup de choses avec votre alimentation. C'est juste, en fait, comme son nom l'indique, les compléments alimentaires, c'est juste pour compléter. Donc, surtout, ne prenez pas 10 compléments alimentaires et ne prenez pas un mix
tout compris, parce que bien souvent, vous prenez des choses dont vous n'avez pas besoin, et en plus, il y a des excipients. Donc il faut se méfier. Les produits, les compléments alimentaires qu'il faut prendre, ce sont des choses le plus pures possible et pas tout ensemble. Voilà. En général, c'est espacé. Il y en a qu'on prend soit à jeun, soit que c'est pendant le repas. Voilà. Enfin bon, là, je rentre vraiment dans les détails. Mais bon, donc ça donne une idée quand même. Voilà. Donc du coup. Vaut mieux commencer par ces lavements au café, accompagner de ces compléments alimentaires. Quand vous êtes déjà un peu rétabli, vous commencez les cures du foie et vous faites surtout selon votre rythme. D'accord. Voilà, et moi j'ai commencé à voir, après 4 mois, déjà quelques améliorations, puisque j'avais des problèmes de cicatrisation. Enfin, j'ai donné juste une toute petite partie des symptômes. J'avais des problèmes de cicatrisation, c'est-à-dire que la moindre petite coupure, éraflure, je saignais comme je sais pas quoi. Donc tu as fait un changement de régime alimentaire, donc fin du gluten, fin du lait, essentiellement produits laitiers, etc. Tu as fait une cure du foie et un déparasitage. Déparasitage, lavement au café, voilà. Voilà, lavement au café. Tu as fait aussi des compléments alimentaires dont tu as parlé, zinc, sélénium, oligo-éléments. Oui. Et tu as fait aussi un drainage des reins. C'est ça? Alors le drainage des reins, moi je l'ai fait automatiquement en prenant des infusions et les reins fonctionnaient bien. Vous le voyez tout de suite si vos reins fonctionnent ou pas, de toute façon. Oui. Donc au niveau de l'urine, je veux dire, et si vous allez régulièrement, normalement ça se voit. Donc moi j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Par contre j'avais des gros problèmes au foie. Ça, mon foie ne marchait plus du tout et mes intestins non plus. D'accord. Les lavements au café relancé un peu la chose. Tout relancé, donc plus de problèmes de cicatrisation, plus de vertige, j'avais énormément de vertige, j'avais des troubles aussi prémenstruels, disparition progressivement évidemment, mais des diminutions au départ des troubles prémenstruels et après j'en avais plus du tout. Diminution aussi des hypersensibilités aux basses fréquences, j'étais devenue très électro-hypersensible aux basses fréquences, donc là j'ai diminué. Je n'ai pas diminué par contre vraiment pour ce qui est des hyperfréquences, mais ça c'est tout à fait normal. Il faudrait être dans un environnement vierge pour que tout s'estompe en fait. Une vraie zone blanche. Voilà. Et chose importante, donc au bout de un an et demi, j'avais plus du tout de troubles de l'humeur. J'avais donc plus de déprime et j'avais retrouvé vraiment un dynamisme, une pêche, une énergie que j'avais connue mais il y a très longtemps avant. Donc il y a encore. Maintenant, je suis même encore beaucoup plus énergique qu'avant. Et mon cerveau fonctionne mieux. Et j'ai une clarté d'esprit et je récupère plus vite. Voilà. Est-ce que tu penses être toujours électrosensible après cette détoxification quand même? Oui, heureusement, on est tous électrosensibles. Voilà. Oui, parce que comme je dis, il faudrait que je puisse vivre en fait dans un environnement qui soit complètement protégé. Alors donc malheureusement, je vis en ville, mais même à la campagne, c'est pollué. Donc en fait, notre appartement est sain, mais comme j'habite en résidence, il y a la pollution des voisins, il y a les antennes relais. J'habite en plus en étage. Donc je suis locataire, donc je ne peux pas changer mon appartement de fond en comble. En plus ça coûte très cher de blinder complètement son appartement. Ce n'est en plus pas forcément conseillé. Parce qu'après il faut faire attention, dès qu'on met le moindre appareil électroménager, ça rayonne, donc faut quand même, c'est pas évident. Donc ce qu'on a décidé, c'est de protéger juste quelques zones qui étaient le plus polluées, en mettant tout simplement, vous pouvez mettre des feuilles d'aluminium et ça marche assez bien, même si effectivement je suis pas du tout protégée à 100%. Mais on va dire que les endroits, je travaille quand même assez souvent à mon bureau et donc les endroits où je travaille souvent, où je suis en position assise, où je reste un certain temps, là je suis vraiment bien protégée. Voilà. J'ai fait plein d'aménagements pour mon ordinateur, évidemment relié à la terre, mais même j'ai protégé mon ordinateur avec de l'aluminium parce que j'ai un ordinateur portable très polluant au niveau des champs magnétiques. Voilà. Enfin, j'ai fait plein d'aménagements et évidemment je ne fais pas de sortie au cinéma ni dans des salles de spectacle, donc je me protège au maximum. Alors c'est vrai que c'est un peu dur parce qu'au niveau relationnel,
le restaurant, voilà. le wifi partout maintenant. Exactement. Alors de toute façon, le restaurant, c'était déjà très limité avant, puisque j'avais changé complètement mon régime alimentaire, et qu'en France, les restaurateurs, faut bien le dire, ils sont très en retard. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé et qui ont des hypersensibilités alimentaires, mais les restaurateurs n'ont pas changé leur carte. Avec eux, malheureusement, on peut dire que dans un demi-siècle, ça sera toujours comme ça, dans un siècle encore. Bah, sauf que bon, malheureusement, comme là tout le monde sera malade, ça il y aura plus. Alors j'espère que ceux qui nous écoutent prendront des mesures. Exactement. Mais donc en fait, j'y allais déjà quasiment plus, quoi. Où je prenais, voilà, quand je vais dans une crêperie et je sais que c'est que du sarrasin, bon bah là je pouvais y aller. Mais sinon, non, je pouvais pas manger ce qui était à la carte, parce qu'il y avait toujours soit du gluten ou des produits laitiers, ou les deux. Voilà, il y avait toujours plein de choses que je pouvais pas manger. Voilà. Alors, bon, du coup, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Très intéressant. Et surtout, donc, faut être persévérant. Moi, ça, je continuerai dessus. Je vais leur donner un message. Il faut être persévérant. Moi, j'ai tout expérimenté par moi-même. Au départ, j'ai pas fait ça forcément, c'est sûr d'ailleurs, dans le bon ordre. Et donc, parfois, j'ai payé quelques conséquences et j'ai vu certaines hypersensibilités augmenter sur quelques jours. Mais faut pas paniquer. Faut jamais paniquer. Faut garder la tête froide et faut analyser. Alors ça, c'est vrai que c'est mon esprit très rationnel, scientifique, et je suis persévérante. Et donc c'est vraiment là, donc ça fait juste un peu plus de 2 ans. Ben maintenant, je vois les effets positifs, et je suis super contente d'avoir fait tout ça, d'avoir appris tout ça. Moi, ça m'a changé plein de choses et ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Et mon message, c'est que non, bien sûr, je dis aux gens qui ne sont pas encore fortement électro-hypersensibles, faut faire attention, faut vous protéger. Faut faire attention aux autres, ne soyez pas individualiste, puisque les téléphones portables, les gadgets électroniques, vous abîmez la santé, mais vous abîmez la santé des autres. Donc, faut réfléchir un peu aux autres, faut faire attention aux autres. Mais en plus, je dis qu'il faut changer notre mode de vie. Et donc, c'est évident qu'il va falloir renoncer à ces technologies. Et on voit de toute façon qu'au niveau relationnel, ça a complètement dégradé les relations entre individus, et je ne pense pas que ces objets soient quelque chose de positif. Ce ne sont pas des bonnes innovations technologiques. Donc je crois qu'il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir aussi à tous les polluants chimiques. Je pense qu'un autre monde est possible, et c'est pas du tout être utopiste, c'est la réalité. Voilà. Je termine là-dessus. Merci Lydia. Ouais, de rien. Merci beaucoup. C'était très intéressant, et je pense que voilà, on se reverra peut-être pour un autre chapitre. Et voilà, merci. On voit que donc l'électrosensibilité est quelque chose de très complexe et qui vient par étapes, avec différents traitements, différents parasites qui nous polluent, différentes substances, différentes expériences aussi, et que pour arriver à recouvrer, je dirais pas complètement la santé, mais être finalement assez fort pour pouvoir résister, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui, outre les ajustements et peut-être sacrifices de certaines choses. Si tu étais accro à une tablette ou à ton portable, ça aurait été peut-être un peu difficile de... Oui, là c'était moi, j'ai rompu à ça très facilement. Donc ça, c'était, pour certains, ça risque d'être un peu plus difficile, voilà. Mais potentiellement, on dit évidemment le jeu en vaut la chandelle, parce que ça revient à une santé qui permet vraiment de revivre quelque part, quoi. Voilà. Par contre, effectivement, on voit que quand même c'est un parcours assez long. Il faut bien se pencher sur les choses. C'est aussi un parcours initiatique, quelque part. Vous redécouvrez plein de choses et vous redécouvrez la vie. Et moi, je redécouvre même la relation avec les autres animaux, en fait. Et pourtant, j'aimais les animaux avant, mais maintenant j'ai l'impression de davantage communiquer avec tout ce qui m'entoure, avec le monde qui m'entoure, avec le végétal, c'est peut-être un peu plus difficile, mais pourquoi pas aussi. Donc non, je trouve que je suis bien dans ma tête et dans mon corps, et j'ai jamais été aussi bien dans ma tête et dans mon corps. D'accord, voilà. Très bien. Et donc cette sensibilité, quelque part, t'a ouvert des portes aussi, et t'a reconnecté peut-être au vivant plutôt qu'à des machines, quoi. Oui, écomore, voilà, puisqu'en fait c'est une société, pour moi, qui est tournée complètement vers... qui est mortifère, comme dirait quelqu'un, une bonne relation à moi. Voilà, et je crois qu'il faut absolument que les gens prennent conscience et s'échappent de cette société mortifère, parce que là c'est du suicide collectif. Voilà. Et retrouvent leurs priorités, et voilà, un autre monde est donc possible. Oui, voilà. Merci Lydia, à bientôt alors.